Bonjour, cela fait maintenant 2 mois que je n'ai plus rien publié sur YouTube. J'étais dans une période de crise parce que je pense que je publiais sans fil conducteur. J'avais dit que ma chaîne s'occupait de systémique et de la dimension spirituelle de l'être humain. Et c'est vrai que je crois que je tissais toujours ces 2 fils ensemble, mais cela me manquait d'une sorte de cristallisation et j'ai fait une sorte de pèlerinage dans des lieux spirituels pendant l'été, et tout ça a pu, je pense, m'aider à cristalliser quelque chose. Et je pense que ce que j'ai de plus important à faire maintenant, c'est d'écrire, et d'écrire des articles, un livre. Je pense que ça devrait être un livre, mais qui pourrait se démultiplier en articles qui seraient séparés indépendamment. Alors le titre du livre, je l'ai en tête, mais je ne vous le dis pas encore, mais je pense que le sous-titre, ce serait « Éléments pour une thermodynamique des relations ». Parce que voilà, j'ai étudié la thermodynamique quand j'avais 17 ans, et je me suis repris d'une nouvelle passion pour cette discipline en la voyant de façon élargie. Alors, pour ce qui est des vidéos YouTube, je dois consacrer l'essentiel de mon temps à l'écriture, mais j'imagine que je pourrais de temps en temps, par exemple 1 fois par semaine, faire une petite vidéo comme ça, et qui ne me prendrait pas beaucoup de temps, 1 heure ou 2, mais juste pour vous aider, pour vous donner de mes nouvelles, et pour essayer de rectifier aussi un petit peu des tendances qu'il y a sur YouTube. Alors, vous avez été plusieurs à me dire que vous aimez bien mes dessins. Quand je fais des dessins comme ceci et que je les commente devant la caméra, ça vous aide à maintenir votre attention. Donc je vais essayer de continuer cette pratique, mais peut-être plutôt en réexploitant des anciens dessins plutôt que des nouveaux. Alors maintenant, dans ce nouvel esprit, je vais ouvrir une nouvelle série de vidéos. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur mon livre et éventuellement avoir des avant-premières, des possibilités de participation à l'écriture de ce livre, tout cela, on en parlera à la fin de la vidéo. Maintenant, donc, il s'agit de traiter une vidéo qui a été publiée par quelqu'un que je ne connais pas bien, qui s'appelle Julien Rochedy. En gros, je pense que c'est un Nietzschéen de droite, pourquoi pas. Mais alors il parle ici de l'avenir de l'humanité, et il parle de thermodynamique en citant, enfin en fait il ne le cite pas vraiment, mais il a le livre devant lui, un livre que j'ai apprécié aussi, de François Rodier, Thermodynamique de l'évolution. Et voilà, je pense que je ne vais pas tout de suite commenter François Rodier. Je prends d'abord Julien Rochedy, qui est plus accessible. Il ne rentre pas dans le détail des équations et tout ça, il est plus accessible et plus connu. Il a aussi pris le soin d'accompagner son discours de quelques illustrations visuelles, et je trouve que c'est agréable à regarder. Je n'interviendrai que quand c'est nécessaire. Voici donc dans les grandes lignes et expliqué de façon simple ce que les 3 principes de la thermodynamique peuvent nous apporter pour comprendre le secret de la vie. La vraie physique est celle qui parviendra un jour à intégrer l'homme total dans une représentation cohérente du monde, écrivait Teilhard de Chardin dans son fameux livre Le phénomène humain, indiquant par là que la compréhension de l'univers nous permettrait aussi de comprendre enfin la place que nous avons dans celui-ci. Une vision du monde cohérente de ce qui nous entoure a pour conséquence de se refléter dans notre propre approche de nous-mêmes. Imaginez-vous sur un terrain de football obligé à jouer un match sans que personne ne vous ait au préalable donné les règles du jeu. Un imbécile se mettrait peut-être bêtement à courir dans tous les sens derrière le ballon sans se poser de questions, mais un homme intelligent finirait par se sentir un peu perdu au beau milieu du stade. Connaître et comprendre les règles qui régissent l'univers permet ainsi de mieux comprendre l'homme, ses sociétés, et donc dans un même mouvement nous-mêmes. Quitte à avoir à jouer au grand jeu de la vie sur le terrain de l'existence, autant connaître les règles pour ne pas courir stupidement comme un dératé, prendre un carton ou finir par s'asseoir par terre blessé à cause d'hébétement.
C'est pourquoi j'aimerais vous parler ici des lois de la thermodynamique appliquées à l'évolution humaine, en essayant d'être le plus intelligible et le plus simple possible, car vous savez, les plus difficiles théorèmes et autres équations des physiciens sont souvent moins intéressants pour les profanes comme nous que ce qu'ils impliquent. C'est pourquoi je n'entrerai pas ici dans les détails des grandes lois de la thermodynamique ou mécanique statistique, ni même dans l'historique et la description de cette discipline scientifique. Ceux qui s'y intéressent trouveront bien mieux que cette vidéo pour ce faire, j'en suis sûr. Je veux surtout vous faire réfléchir ici à tout ce que ces règles induisent pour nous autres, pauvres mortels. L'univers est composé d'énergies diverses, des énergies qu'on dit libres, qui mettent les masses en mouvement et permettent ainsi l'évolution que l'on constate partout. Rien n'est en effet statique autour de nous si l'on y regarde bien. Tout bouge plus ou moins rapidement. L'univers lui-même est en expansion. E égale mc2 avait découvert Poincaré puis Einstein, c'est-à-dire que toute matière possède une énergie et vice-versa, pour résumer simplement. Si l'univers n'existait pas, si le néant prévalait, s'il n'y avait rien plutôt que quelque chose, pour reprendre la célèbre expression interrogation de Leibniz, alors il n'y aurait ni matière ni énergie. Ce sont les deux associés, les deux imbriqués, qui provoque le mouvement perpétuel que l'on traduit à notre échelle par le temps et ce qu'on appelle tout bonnement la vie. Si vous mettez une mouche sous cloche, elle finira par mourir après avoir consommé tout l'oxygène et sans avoir pu se nourrir. Elle se trouvera alors littéralement à court d'énergie dans son espace ainsi fermé. N'étant plus approvisionnée par toutes les énergies dont elle a besoin en tant que structure vivante, elle disparaîtra inévitablement. Un système totalement fermé, clos et hermétique est donc une sorte de néant car il n'est plus traversé par des énergies libres qui sont, comme je vous l'ai dit, un peu partout dans l'univers. Ce qui est absolument incroyable et qui explique la création de la vie, c'est que lorsqu'elles ne sont pas dans un espace clos et fermé, toutes les masses vont s'organiser d'elles-mêmes le plus efficacement possible de façon à utiliser au mieux ces énergies qui les entourent. Des corps vont ainsi se créer pour être capables de consommer toutes ces forces énergétiques et être capables d'en consommer le plus possible. Alors ici c'est assez remarquable parce que les trois lois de la thermodynamique ont été récapitulées et affirmées de façon pédagogique et simple. Donc la première, c'est la conservation de l'énergie. La deuxième, c'est dans un système fermé, l'augmentation de l'entropie. Et la troisième, qui est de plus en plus acceptée par les physiciens, c'est le lien entre le phénomène d'auto-organisation et la dissipation maximale d'énergie. De façon à utiliser au mieux ces énergies qui les entourent. Des corps vont ainsi se créer pour être capables de consommer toutes ces forces énergétiques et être capables d'en consommer le plus possible. C'est ce qu'on appelle en thermodynamique les structures dissipatives d'énergie, terme qui semble comme ça compliqué mais qui ne l'est pas en vérité. Comme je vous l'ai dit, il s'agit juste de corps qui s'organisent pour utiliser l'énergie disponible autour d'eux. Pour vous prendre une image, il existe des estomacs parce qu'il y a de la nourriture et non l'inverse. Les estomacs sont nés parce qu'il y avait de quoi manger. Les voitures sont nées parce qu'il y avait de l'essence. La vie est née parce qu'il y avait de quoi l'activer. S'il y a énergie, il y a corps. Ici un petit point d'attention parce qu'il quitte le domaine scientifique et il fait de la philosophie. L'affirmation que les estomacs sont là parce qu'il y a de l'herbe, c'est une affirmation assez gratuite. C'est vrai qu'un estomac va digérer de l'herbe et va prendre l'énergie de l'herbe pour la transformer en chaleur, mais rien ne permet de dire que c'est pour transformer en chaleur, pour dissiper l'énergie, que le phénomène a lieu. On voit qu'il y a une dissipation d'énergie en parallèle, mais il se pourrait bien que l'estomac serve à autre chose. Là, attention à ne pas confondre les causes. C'est pas parce que je mange et que j'ai besoin de manger que c'est pour manger que je vis. Tout ce qui vit est fondamentalement une structure qui s'organise en interne pour consommer l'énergie libre et utilisable. Cette structure grandit tant qu'il y a de l'énergie à consommer et elle meurt quand elle les a toutes épuisées. Voilà la règle. Elle peut mourir ainsi, mais elle peut aussi mourir d'une autre façon. Voilà la règle. Et donc, il y a de la vie tant qu'il demeure des flux d'énergie. Et c'est parce qu'il y a des énergies que la matière se rassemble jusqu'à former des structures en mouvement dont l'unique objet apparent, je le répète, sera de les dissiper, de les utiliser, de les consommer. Alors là, il me fait plaisir parce que il dit objet apparent et en faisant cela, en disant cela, il rachète un peu toutes les imprécisions qu'il a dites précédemment. Donc l'objet apparent est de consommer de l'énergie,
parce que quelqu'un d'assez myope, quand il voit une vache manger dans un pré, ben, il voit qu'il y a de l'énergie qui est consommée. Donc l'objet apparent, ça pourrait être de consommer de l'énergie. Là, bravo pour cette formule, objet apparent. L'énergie qui se balade dans l'univers cherche des organismes pour être exploitée. Elle va donc aider à leur formation, passera ensuite par eux, et en se dissipant de la sorte, elle se transformera essentiellement en chaleur, c'est-à-dire en énergie dégradée. Je n'entrerai pas dans les détails de ce phénomène maintenant, car cela serait trop compliqué, et croyez-moi, cela nous mènerait bien trop loin. Mais c'est comme si toutes les énergies présentes en nombre dans l'univers voulaient, d'une certaine façon, être consommées afin que nous revenions in fine au néant. Ouh là là! Être consommés afin que nous revenions in fine au néant, autrement dit à un stade où il n'y aurait plus de flux d'énergie disponible pour donner naissance au mouvement et au corps. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers, vers lequel, apparemment, nous nous dirigeons inéluctablement. Mais revenons donc à nos moutons. En quoi... Alors ici, dans la phrase qu'il vient de dire, il vient de dire « apparemment », et donc le « apparemment » corrige ce qu'il a dit, enfin corrige... En fait, ça ne suffit pas de dire apparemment pour corriger la ânerie qu'il a dit dans la phrase avant. Parce que dans la phrase avant, il affirmait que l'univers allait vers la mort thermique. Or, cela, ce n'est valable que dans un système fermé. Il nous a montré tout à l'heure une mouche dans un bocal. Si l'univers ressemble à une mouche dans un bocal, effectivement, on va vers la mort thermique. Mais toute la question est de savoir si l'univers observable, tel qu'on le voit ici au niveau apparent, si cet univers-là est un système fermé. Et François Rodier, dans son livre, ne dit pas que l'univers est un système fermé, il dit même que c'est un système ouvert. Donc là, Julien Rochedy se sert de cette source-là, mais voilà, il la déforme quand même de façon assez importante. Alors François Rodier donne une raison à sa croyance que l'univers n'est pas fermé. Je suis moyennement convaincu par ce qu'il dit et je vais vous donner ma raison à moi. Qu'est-ce qui me fait penser que l'univers n'est pas semblable à un bocal dans lequel une mouche est enfermée? Mais je dirais que c'est l'humanité, l'existence de l'humanité. Si vous enfermez une mouche dans un bocal fermé, vous allez vers la mort thermique. Mais si vous enfermez un homme dans un bocal fermé, vous allez peut-être vers autre chose. Prenons par exemple Michel-Ange. Si vous enfermez Michel-Ange pendant 4 ans dans une chapelle du Vatican, en lui donnant tout ce qu'il faut pour survivre, en lui donnant peut-être un livre de Kabbale, un livre de Platon, ce genre de choses, vous revenez 4 ans après. Alors, si vous êtes un observateur myope, vous allez voir que toute la nourriture est transformée en excréments. Vous allez voir que Michel-Ange a vieilli. Et donc, en fait, il y avait un ordre au départ qui est devenu un désordre. Mais si vous n'êtes pas un observateur myope, vous regardez au plafond, et là, forcément, il y a quelque chose là qui s'est passé qui n'est pas du domaine de l'augmentation de l'entropie. Alors comment j'explique cela d'un point de vue physique? Je crois qu'il faut distinguer deux faces de l'univers physique. Il y a la face apparente, visible, et la face sous-jacente qui est au niveau quantique. Et au niveau quantique, on est dans la liberté, on est dans l'indéterminisme. Et il pourrait très bien se passer dans le cas de quelqu'un comme Michel-Ange qu'il y a des émergences d'informations qui viennent du niveau quantique et qui font que l'entropie au final diminue. Même si au point de vue macroscopique, l'entropie a augmenté parce qu'on était effectivement dans une sorte de lieu fermé. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers, vers lequel, apparemment, nous nous dirigeons inéluctablement. Mais revenons donc à nos moutons. En quoi est-ce que tout cela nous concerne? Eh bien, une cellule vivante est une structure dissipative d'énergie. Son métabolisme, aussi petit soit-il, passe son temps à consommer de l'énergie. Des cellules rassemblées entre elles comme dans une colonie de bactéries ou dans un organisme multicellulaire forment des structures plus grandes qui sont faites pour consommer encore davantage d'énergie. Rassemblées
encore mieux et en plus grand nombre dans des organismes animaux ou végétaux, elles fonctionnent exactement de la même façon et dans le même but. Et donc un être humain n'est ni plus ni moins qu'une structure de dissipation d'énergie lui aussi, simplement à plus grande échelle, car il procède d'un rassemblement de cellules plus élaborées, plus complexe en fait. Les cellules qui nous composent ont trouvé simplement grâce à nous une astuce pour maximiser leur consommation d'énergie. Et finalement, que sont les sociétés humaines comme les villages, les cités, les nations ou même les empires ? Eh bien, à l'instar des colonies de bactéries, ce sont des constitutions de structures encore plus importantes et qui tendanciellement se dirigent toujours en direction de plus grande complexité dans l'unique but, inconscient bien souvent, de dissiper toujours plus d'énergie. Prenons un exemple pour être le plus clair possible. Nous avons faim. La nourriture est notre énergie. On va donc se rassembler pour se procurer encore plus de nourriture. Plus on y parvient, plus on se rassemble. Plus on se rassemble, plus on consomme de la nourriture. Comprenez en fait, plus on dissipe de l'énergie. Et plus on consomme de la nourriture, et plus on se rassemble, plus on grossit, et plus on s'organise pour être capable de consommer toujours plus. Vient le jour, malheureusement, où on a consommé toute la nourriture alentour, alors on se désorganise, on se divise pour retourner à des stades d'organisation plus petits, moins complexes, qui consommeront moins d'énergie. Car j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important pour comprendre comment tout cela fonctionne. À chaque fois que l'on dissipe de l'énergie, on acquiert de l'information sur le monde qui nous entoure, ce qui précisément nous permet ensuite de mieux nous organiser en interne. Ça c'est bien ça, l'organisation en interne. Donc vous avez Michel-Ange, il ressort de l'expérience organisée en interne, et la chapelle Sixtine, elle ressort aussi de l'expérience organisée en interne, de même que l'humanité entière qui, tous les ans, envoie des millions de visiteurs à la chapelle Sixtine. À chaque fois que l'on dissipe de l'énergie, on acquiert de l'information sur le monde qui nous entoure, ce qui précisément nous permet ensuite de mieux nous organiser en interne pour être capable, je vous laisse deviner, de mieux dissiper de l'énergie. Alors ici, il retombe toujours dans cette même erreur qui dit que la finalité est la dissipation de l'énergie. Mais bon, je ne vais pas intervenir toutes les 30 secondes, je crois que vous avez compris. Pour être capable, je vous laisse deviner, de mieux dissiper de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la syntropie, c'est-à-dire la montée en organisation interne, ou la baisse d'entropie si vous préférez, ce qui signifie baisse du désordre. Petite parenthèse, c'est pourquoi la vie favorise généralement l'ordre. C'est pourquoi nous faisons de la politique, qui n'est au fond qu'une expression de cette volonté de mettre de l'ordre dans notre organisation humaine, qui n'est rien d'autre qu'une structure dissipative. Et c'est logique, car cette volonté d'ordre nous est dictée par une loi de la nature qui veut qu'on doive s'organiser au mieux et donc se mettre en ordre pour maximiser notre dissipation d'énergie. Le gros problème est qu'une règle de la thermodynamique nous montre que plus on baisse l'entropie en soi, c'est-à-dire que plus on augmente en fait l'ordre en soi-même, plus on augmente aussi autour de soi l'entropie et le désordre. Ça c'est valable seulement pour un système fermé, j'espère que vous avez compris. Alors c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que cela signifie ? Encore une fois, permettez-moi d'utiliser un exemple simple, de l'illustrer par des exemples simples. Nous avons faim. Et donc on va se rassembler pour se procurer plus de nourriture. Ce faisant, on va apprendre des choses sur le monde, on va en retirer des informations. On va utiliser ces dernières pour mieux s'accaparer de l'énergie, en sachant mieux les capturer par exemple, mieux les faire pousser ou en découvrir de nouvelles. Et on va utiliser ces connaissances sur le monde pour mieux organiser la société, pour qu'elle soit toujours plus capable de se procurer de la nourriture, de l'énergie. En physique, on dira qu'on fera alors baisser notre entropie interne, la négantropie, ce qui nous rendra plus efficaces, mais malheureusement, dans le même temps, comme je vous ai dit, nous allons désorganiser le monde autour de nous, notamment en l'épuisant. Je le répète, nous avons faim, autrement dit, nous avons besoin d'énergie, alors on va apprendre pour mieux nous nourrir, on va dès lors sans cesse grossir toujours plus, et mieux nous organiser pour grossir encore plus, mais on va pendant ce temps augmenter l'entropie du monde, donc la désorganisation du monde, dans laquelle notre structure se sera hélas rendue trop efficace, et donc l'aura en fait épuisée. Cette entropie externe finira par se retourner contre notre propre organisation interne et notre structure physique finira elle aussi par disparaître. Pour bien comprendre ce phénomène, j'utilise un autre exemple. Imaginez simplement une armée qui serait tellement bien organisée en interne qu'elle serait imbattable et donc détruirait toutes les armées autour d'elle et massacrerait absolument tout le monde. L'exemple est prégnant. Plus vous vous organisez en interne, plus vous avez des chances de désorganiser l'externe, de massacrer l'externe, de l'épuiser, de le rendre
anthropique. Le problème de l'entropie externe qui finit par avoir des conséquences sur l'ordre interne explique par exemple tout particulièrement l'histoire des civilisations. Je ferai un jour une vidéo spécifique pour comprendre comment les sociétés s'effondrent, mais pour le moment, dites-vous que les premiers grands états, comme les cités et empires mésopotamiens par exemple, étaient de soudaines extensions qui grandirent jusqu'à avoir épuisé toute leur périphérie en termes de ressources humaines, animales et végétales, c'est-à-dire, je le répète, en fait, avoir épuisé toutes leurs ressources, toutes leurs énergies, et qui s'écroulèrent alors invariablement sur eux-mêmes. Ils s'écroulèrent car ils n'avaient plus d'énergie et pas assez d'informations à l'époque pour en trouver de nouvelles, ou pour atteindre par exemple par le recyclage un état stationnaire, une homéostasie, un point d'équilibre qui, bien qu'il soit toujours imparfait en physique, sauf dans le cas de la mort bien sûr, permet de faire perdurer une structure humaine, une organisation un peu plus longtemps. Les animaux n'ont ainsi généralement pas besoin d'acquérir énormément d'informations sur le monde car ils atteignent souvent un état quasi stationnaire dans la nature. Ils consomment tout ce qu'ils peuvent, certes, mais ils sont eux-mêmes consommés et appartiennent donc tous à une grande chaîne alimentaire qui est autosuffisante. Un point d'équilibre précaire est alors presque atteint et les biotopes ne sont apparemment pas détruits, ou en tout cas pas très rapidement, l'évolution met du temps. Les environnements naturels mettent ainsi longtemps avant d'être bouleversés, sans révolution météorologique par exemple, ou sans apparition de super prédateurs qui viendraient bouleverser d'un coup la grande chaîne alimentaire. Les animaux n'augmentent ainsi pas énormément l'entropie externe, le désordre externe, car il leur manque les informations qui leur permettraient d'être toujours plus efficaces pour obtenir de la nourriture et ainsi casser l'harmonie qu'on admire et qu'on envie souvent dans la nature. Mais vous avez deviné, il en est tout autrement pour les humains qui ont formé des structures capables d'emmagasiner assez d'informations pour améliorer sans cesse leur capacité à consommer de l'énergie. Nous avons donc toujours plus augmenté le désordre externe en épuisant la faune et la flore, comme à la fin du Paléolithique. Et peut-être comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, une fois qu'on aura épuisé tous les sols et les énergies fossiles notamment, ce qui arrivera, qu'on le veuille ou non. Cela nous condamnera alors soit à un nouvel effondrement, soit à une nouvelle adaptation, comme celle qui fut la nôtre lors du néolithique, lors du passage du paléolithique au néolithique, quand on fut obligé de se sédentariser pour pratiquer l'élevage et l'agriculture. Ça, je trouve très intéressant cette comparaison avec le néolithique. Alors la question se poserait maintenant, c'est quel est l'équivalent du néolithique? Il y a eu une sédentarisation à l'époque. Quel est le phénomène social qui correspondrait à la crise que nous vivons aujourd'hui, la crise du pétrole, la crise du capitalisme? Il sera alors potentiellement possible qu'il y ait un nouvel essor de la structure complexe qu'est l'humanité après la découverte de nouvelles énergies à consommer, grâce à notre intelligence, je veux dire, notre capacité à amasser et à se servir de l'information sur le monde, de bonnes informations sur le monde, peut-être, mais ce n'est pas sûr. Ainsi, si on comprend comment la vie fonctionne dans l'univers, on arrive nécessairement à la conclusion que notre intelligence doit, au choix, soit pousser l'humanité à un état quasi stationnaire qui soit autre que la mort, un moment donc écologique où l'on réduirait volontairement et en conscience la taille et la complexité des structures humaines pour qu'elles consomment moins d'énergie et réduisent ainsi l'entropie externe, comprenez qu'elles réduisent la destruction de la nature à l'œuvre aujourd'hui, soit nous pousser toujours et continuer tant qu'il nous reste de l'énergie en faisant le pari que notre intelligence nous en fera découvrir de nouvelles pour que notre structure continue de grossir et d'acquérir toujours plus d'informations sur le monde, et ce, à l'infini. Et d'ailleurs, je vous le dis au passage... Alors ici, il faudrait soi-disant choisir entre une écologie qui diminue la taille de tout, ou bien le capitalisme qui fait exploser la planète. Mais on pourrait penser qu'il existe une troisième voie, et que des grandes structures pourraient être possibles sans dévaster la planète. C'est-à-dire des grandes structures qui prendraient en compte les besoins de l'être humain, les besoins de l'humanité, et pas seulement les intérêts de la classe possédante et parasite. À ce sujet, j'ai lu un livre sur l'écologie sous le communisme en URSS et à Cuba. Et dans ce livre, on voit des analyses de comment une grande structure peut aller dans le sens de l'écologie. Maintenant, tout cela, ça concernait la thermodynamique de l'évolution, et moi je vous ai dit au début de la vidéo que je m'intéressais à la thermodynamique des relations. Alors, à ce propos-là, mes activités sont à la fois théoriques et pratiques. Dans la pratique, je propose un coaching lié à la légende personnelle, au fait de concevoir sa propre légende personnelle, et au niveau
théorique. Là, je suis en train d'écrire un livre. Alors, je vous mets un lien dans la description où vous pouvez en savoir plus. Notamment, il y a possibilité, si vous le souhaitez, de rentrer en contact avec moi pour avoir les chapitres de mon livre en avant-première et pouvoir aussi réagir dessus et m'aider à affiner, à complexifier le texte. Prenez soin de vous et à bientôt.